Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la modernité occidentale est-elle menacée? Déjà usine du monde, la Chine notamment est-elle en passe de gagner la bataille des valeurs? Pourquoi notre universel est-il en train de se désagréger? Elle a notamment publié aux éditions du Cerf L'âge du renoncement et la haine du monde. La philosophe Chantal Delsol est aujourd'hui notre invitée avec un nouvel essai, Le crépuscule de l'universel. Bonjour Chantal Delsol. Bonjour. Dans la seconde moitié, ou seconde partie du XXe siècle, la vision occidentale du monde, telle que vous le racontez, a quand même semblé s'imposer, particulièrement au lendemain de la chute du mur de Berlin, et ce, bien au-delà de nos frontières. Depuis le début de ce siècle, le XXIe siècle, les valeurs occidentales seraient en recul, contestées. À quoi tient ce constat que vous faites, constat d'ouverture de cet essai? Peut-être avait-on été trop loin dans l'enthousiasme. On avait brossé le portrait de nos principes, un peu comme des utopies. On s'était imaginé que la démocratie était, pour reprendre le terme de Sartre, l'horizon indépassable de notre temps, vrai pour tout le monde et pour tous les peuples. On avait probablement été trop loin en considérant que c'était un peu comme une utopie universelle qui allait s'appliquer tout de suite et au fond si facilement. Il y a une espèce de déception. Et donc, peut-être que ça a joué dans le recul, vu de notre côté. Et puis, en même temps, je pense qu'il y a eu des excès chez nous. Ça, c'est un peu la thèse de mon livre. Je pense que nous avons rendu notre universalisme presque idéologique. Et donc, ça a fait lever contre nous un certain nombre de cultures qui considèrent, tort ou à raison, ça peut se discuter évidemment, mais que nous sommes excessifs. C'est le cas de la Russie, c'est le cas de la Chine. C'est le cas aussi au sein de l'Europe, de pays voilà. à l'Est, et vous donnez notamment, on va en parler, l'exemple de la Hongrie. Mais la question est, qui est ce « on », qui est ce « nous » que vous employez depuis votre première réponse? Qui est ce camp qui, jusqu'ici, défendait des valeurs occidentales? Les questions sous-jacentes, quelles sont ces valeurs occidentales pour vous? Qui est ce camp? Quand je dis nous, c'est une mentalité finalement, c'est la mentalité occidentale, c'est ce que nous pensons. Alors, bien sûr, pas tout le monde, il y a des exceptions, il y a des courants qui sont contre, mais dans l'ensemble, nous avons une idée des choses qui est une idée générale, qui conditionne un peu la marche de la société. Donc, je pense que c'est ça, le nous. Ça existe partout. Il y a toujours une mentalité générale dans une société, même si elle n'est pas partagée par tout le monde, évidemment. Alors, la deuxième question qui était incluse, en fond, quelles sont ces valeurs occidentales? Quelles sont ces valeurs occidentales? Ce sont au départ les valeurs des Lumières. Donc, c'est à la fois l'individualisme et l'émancipation individuelle. C'est-à-dire que vous avez là-dedans un certain nombre de valeurs chrétiennes qui sont récupérées et qui sont parfois recyclées, plus ou moins, la dignité de la personne. Et puis, vous avez des valeurs de progrès qui dépassent ces valeurs chrétiennes, qui les poursuivent, qui parfois, certains peuvent dire qu'ils les exténuent. Bon, ça peut se discuter aussi. Comme par exemple l'émancipation individuelle. Ce sont au fond les valeurs de la modernité. Je vous pose cette question parce que vous regardez du côté du monde musulman, du côté de l'Asie et particulièrement de la Chine, du côté de l'Est de l'Europe, pour questionner la place aujourd'hui de ces valeurs qu'on a voulu exporter à un moment, qui ont en tout cas été beaucoup plus centrales dans le monde à un moment donné. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de commun pour vous entre l'Amérique de Trump et la France de Macron ou l'Allemagne de Merkel? C'est-à-dire que vous ne regardez pas du côté des États-Unis, de cette Amérique que beaucoup craignent aujourd'hui, comme un Régis Debray parle de l'américanisation de notre civilisation et s'en méfie. Vous mettez l'Amérique de Trump dans le même camp, la même entité que la France aujourd'hui de Macron? Ah non, pas du tout. Non, la France de Macron, si vous partez du principe que l'ensemble de la France est dans le même courant que Macron, ce qu'on peut encore discuter, mais pourquoi pas, c'est ça ce nous, finalement, une France qui a voté Macron quand même. Bon. Elle est universaliste, elle est progressiste, alors que l'Amérique de Trump, enfin l'Amérique qui a voté Trump, encore une fois,
elle est plutôt conservatrice. Et donc, c'est pour ça que je ne les mets pas du tout dans le même courant. Et en même temps, il attaque régulièrement, Donald Trump, les valeurs occidentales. Depuis le début de sa présidence, il fait passer les intérêts des États-Unis devant les valeurs. Il attaque les valeurs occidentales telles qu'elles sont actuellement, en considérant qu'elles sont excessives, qu'elles vont trop loin. Il est contre justement ce mondialisme, ce progressisme qu'il estime excessif. Bon, oui, il se veut dans ce deuxième courant conservateur. Donc, quand il attaque les valeurs occidentales, c'est pas qu'il ne se considère pas comme un occidental, parce que serait-il d'autre qu'un occidental pour finir, mais c'est qu'il estime que l'occidentalisme a été trop loin. C'est-à-dire ? A été trop loin dans l'émancipation, dans l'individualisme, dans le mondialisme. Vous voyez, c'est pour ça qu'il va à la fois défendre l'intérêt des États-Unis. Ça, là, il fait de la politique. Il est contre le mondialisme. Chaque pays doit défendre ses intérêts, quand même. Ça, c'est de la politique simple. Mais en même temps, il est contre l'émancipation individuelle qu'il estime excessive, quand, par exemple, il va lutter contre certaines formes d'IVG, contre ce qu'il estime être des excès de l'IVG. Voyez. Donc, il est contre ce qu'est devenu l'Occident en se tournant du siècle. En fait. Et en même temps, quand il attaque les médias, la liberté de la presse, l'état de droit, il reste pour vous quand même, Donald Trump, un garant des valeurs occidentales et pas une menace ? Ah, ça, je ne sais pas. Ça, là, il faut entrer à l'intérieur des valeurs occidentales et pour savoir s'il est un garant ou une menace. L'Occident, si on regarde du côté de Trump, l'Occident n'est pas unique en son genre. Il est d'ores et déjà coupé en deux. C'est-à-dire que, pour reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez l'Occident de Macron et l'Occident de Trump. Alors, on ne peut pas dire évidemment que Trump défend les principes que défend Macron. Non, il va même à l'encontre. L'Occident, d'une certaine manière, s'est scindé en deux. Oui, et l'universel avec, alors ? L'universel avec. Au sein même du camp occidental. Un universel scindé en deux n'est plus un universel. Voilà, alors, si les attaques viennent de l'extérieur, à vous lire, Chantal Delsol, la menace serait aussi intérieure. Vous pointez ces régimes illibéraux à l'est de l'Europe, dont la Hongrie de Viktor Orban. Il y a 2 ans, le Parlement européen avait engagé une procédure rarissime, celle de l'article 7, qui ouvrait la voie à des sanctions pour violation des valeurs européennes contre Budapest. Et pour sa défense, le Premier ministre Viktor Orban avait plaidé la différence devant les eurodéputés. Je vous propose d'y retourner tout de suite. Viktor Orban devant le Parlement européen. Chers parlementaires, en Hongrie, la démocratie et la liberté ne sont pas des valeurs politiques, mais des valeurs morales. Et vous voulez prendre une décision morale sur la base d'une majorité numéraire pour condamner la Hongrie. Vous devriez vous demander pourquoi, pour la première fois dans l'histoire de l'Union, vous voulez exclure un pays des décisions européennes. Vous arracheriez le droit à la Hongrie de représenter ses intérêts dans la famille européenne. Nous avons des différends, et cela va continuer. Nous avons une façon différente de voir la chrétienté en Europe, le rôle des nations et de la culture. Nous pensons différemment sur l'essence et la nature de la famille. Et nous assumons des positions complètement opposées sur les migrants. Si nous voulons vraiment que l'Europe soit unie dans la diversité, alors ces différences ne doivent pas servir à ostraciser un pays et à l'exclure des décisions communes. Viktor Orban devant le Parlement européen en septembre 2018. Chantal Delsol, comment vous recevez cet appel au respect des différences ? Oui, c'est un discours qui est tout à fait typique de cette personne et de ce courant d'ailleurs, sauf c'est mieux développé par Orban que par d'autres parce que Orban est plus... disons, est plus capable de ce côté-là, enfin, je pense. Alors, d'abord, la question de la liberté qui est morale. Il dit la liberté, quelque chose de moral et pas de politique. C'est-à-dire qu'en fait, il refuse que l'on fixe
les valeurs occidentales en disant voilà, c'est ça les valeurs occidentales, et donc tout le monde doit les suivre. Si vous ne les suivez pas, vous n'êtes pas de notre côté, donc vous êtes punis, vous êtes sanctionnés puisque vous appartenez à l'Union européenne, vous avez quand même signé pour appartenir à l'Union européenne. Et donc lui, il dit mais on ne doit pas fixer les valeurs, les valeurs sont en devenir, c'est de la morale, il faut les chercher, mais on peut pas obliger quelqu'un. C'est tout à fait une autre manière de voir. Hein. Alors, évidemment, c'est éternellement discutable, mais c'est une autre façon de voir. Ce qu'a fait l'Europe, c'est fixer ce que l'on doit faire si on veut être du bon côté de l'Occident. Alors, c'est vis-à-vis de la liberté, vis-à-vis des lois sociétales, etc. Donc, lorsque, par exemple, la Pologne ne fait pas exactement ce qu'il faut pour la loi sur l'IVG, immédiatement, elle va être critiquée, voire même éventuellement sanctionnée. Parce que l'émancipation individuelle en Occident, maintenant, c'est faire ça. On doit appliquer un certain nombre de lois sociétales. Ce qui critique, c'est ça. Et dit, on ne peut pas figer nos lois politiques qui sont en fait des lois morales. Et ces valeurs européennes, elles ont été fixées à quel moment et par qui ? Là, actuellement, elles sont fixées par l'Europe, par les institutions européennes. Oui, mais avant que ces pays ne rejoignent l'Union ? Non, mais ça évolue constamment. Hein. Mais au fur et à mesure, elles sont effectivement fixées par les institutions européennes. À partir de là, ceux qui y dérogent, d'abord ils sont critiqués verbalement, et puis ensuite ils peuvent être éventuellement sanctionnés. Mais la deuxième chose qui est intéressante, c'est la question de la migration, hein, parce que je pense que le débat sur les migrants est assez significatif de cette séparation entre deux courants. Parce qu'en fait, Viktor Orban considère que sur la question de la migration, il y a c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon livre récent, là, il y a une lutte entre deux valeurs. Il y a une lutte entre deux principes, si on préfère. Un principe politique, c'est-à-dire qu'une société a pour devoir de se maintenir elle-même, de maintenir sa propre culture. Et puis, un principe moral, une société, en tout cas telle que nous sommes, une société a pour devoir d'être solidaire avec les migrants qui n'ont pas de foyer, donc, devoir d'hospitalité. Donc il y a à la fois un principe politique et un principe moral qui luttent l'un contre l'autre. Et la seule chose, c'est que Orban dit il faut tenir compte des deux, et pas uniquement du principe moral de solidarité comme le fait en fait l'Europe. Parce que l'Europe, d'après lui, ne prend en compte que le principe moral. Et puis la deuxième chose, et ça me paraît très important, c'est qu'il dit, lorsque deux principes de ce genre sont en lutte l'un contre l'autre, seule la conscience individuelle peut répondre, parce que c'est trop compliqué. Les deux ont raison. Hein. Et donc la conscience individuelle, c'est le peuple souverain qui dit, voilà, nous allons accueillir tel ou tel quota, et personne de l'extérieur, venu de Bruxelles, mettons, n'a le droit de venir nous dire, vous devez faire ceci ou cela. C'est ça, en fait, son idée. Hein. Que vous regardez comment, vous, comme philosophe, que vous jugez, entre guillemets, comment, Chantal Delsol, cette idée ? Je suis assez d'accord avec ça. Hein. Je suis assez d'accord avec ça. Je pense que sur la question de la migration, il faut absolument prendre en compte les deux. Mais ce qui vaut, dans ce cas, pour la migration, vaut pour tout. Pour toutes les questions, ou spécifiquement là, parce que vous avez deux pour les questions principes en tension, comme vous l'avez expliqué. Questions qu'on peut appeler tragiques. Là, nous sommes devant une question tragique. Heureusement, toutes les questions ne sont pas tragiques. Hein, parce que très souvent, on se trouve, mettons, devant une question sociale. Je ne sais pas, regardez, par exemple, la loi sur les parents en deuil tout récemment. Enfin, ce n'est pas une question tragique. Il faut en débat. D'ailleurs, la question, finalement, a été, entre guillemets, résolue. On y a répondu, en tout cas. Bon, on peut en débattre. Il y a des gens qui ont dit vous allez trop loin, vous n'êtes pas assez, vous n'avez pas assez de compassion. Et ils en ont convenu. Enfin, tout n'est pas question tragique dans la vie, heureusement. On n'est pas tout le temps confronté à des luttes entre des principes. C'est ça qui fait le tragique, c'est cette lutte, cette bataille des principes ou des valeurs. Entre deux principes, entre deux affirmations morales qui toutes les deux veulent tout manger. Donc chacune veut tout manger. Finalement. La pensée centre-européenne, écrivez-vous Chantal Delsol, dans le crépuscule de l'universel, ne croit pas que l'émancipation de l'individu doive passer par le déni des appartenances et le dégagement des responsabilités. Comment ces pays, comme la Hongrie de Viktor Orban, questionnent, à vos yeux, notre modernité ? Vous savez, ça a commencé
le questionnement sur notre modernité a commencé déjà beaucoup plus tôt que Orban, avec les premiers exilés du communisme. Avec Solzhenitsyn dans son discours de Harvard, par exemple, et dans beaucoup d'autres déclarations qu'il a faites, avec Kundera, avec des déclarations qu'il a faites notamment au Monde, où il disait « mais c'est effrayant, j'arrive en Occident, ça ressemble tellement au communisme ». Avec Václav Havel, qui a écrit beaucoup aussi là-dessus. Donc, cette critique de l'Occident qui serait trop libertaire, trop mondialiste, elle provient de l'Europe centrale et aussi en partie de la Russie. Donc, ce que fait Orban ici n'est pas du tout nouveau. Ce sont des gens qui sont, on pourrait dire, entre guillemets, en retard sur nous, parce qu'ils ont été figés dans la glace par le communisme pendant 50 ou 70 ans selon les endroits. Et par conséquent, quand ils se réveillent, quand ils sortent de la glace, un peu comme un poulet congelé, si vous voulez, eh bien, ils nous regardent et ils trouvent que nous avons terriblement changé, et que nous ne sommes pas du tout comme ils sont eux, que nous avons évolué de telle ou telle façon, et au fond, ils nous trouvent critiquables. Voilà, il nous critique. C'est ce que fait Orban, mais il ne fait que suivre en fait un long courant que nous connaissons bien. J'essaie d'imaginer le regard d'un poulet congelé qui se décongèle. Non, mais imaginez quelqu'un qui se décongèle. Ça ne me parle pas. Et tout d'un coup, après être resté complètement sans bouger, quoi. Mais cette critique, elle est peut-être aussi intéressante. C'est aussi une manière, si on l'accepte et si on l'entend, de remettre en question ce système de valeurs que l'on croyait omnipotent, omniscient aussi, et qu'on a tenté d'exporter jusque-là, et notamment sur la place de l'individu. Vous évoquez cette question de l'émancipation de l'individu. L'individu, il est devenu central. C'est devenu presque une valeur occidentale en soi. Ces pays nous rappelle aussi que le tout, le groupe, le collectif, l'appartenance a un sens. Comment vous regardez ça ? Oui, c'est pour ça que ça m'a intéressé d'étudier tout ça et que je les regarde, pas seulement les gouvernements, les sociétés illibérales d'Europe centrale, mais aussi même les textes chinois. Je regarde ça avec sympathie parce que je pense que tout n'est pas faux là-dedans, au contraire. Et je pense que nous avons peut-être des progrès à faire de ce côté-là. Et même la définition de la liberté, non pas comme ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, mais comme ma liberté s'arrête là où commence ma responsabilité, et ça me paraît beaucoup plus juste. Vous voyez. C'est le cas de la Chine, c'est le cas aussi de la pensée asiatique. C'est le cas, bien sûr, de la Chine. Voilà, qui ne considère pas de même manière la place de l'individu. Comment distinguer, comment faire la différence ? En gros, pour tel que vous le racontez, tel que vous l'avez étudié, Chantal Delsol, pour la Chine aujourd'hui, l'individu gagne en force grâce aux liens qu'il va tisser avec sa communauté. Ça fait partie des excès d'aujourd'hui, des excès de notre universel, cet individualisme occidental qui explique cet holisme de réaction des pays qui critiquent aujourd'hui l'Occident ? Oui, parce que je pense que tel que nous sommes, nous avons institutionnalisé la solitude, partant du principe que chaque individu est une île. Et au fond, c'est faux. C'est pas réaliste. Aucun d'entre nous n'est une île. Nous pouvons être autonomes, bien sûr, c'est-à-dire nous donner chacun nos propres lois. Ça, nous pensons que nous le sommes. C'est notre culture, au fond. Mais nous ne sommes pas indépendants. Aucun d'entre nous n'est indépendant. Nous dépendons tous de beaucoup de gens, et pour commencer de la tendresse et de l'affection de ceux qui nous entourent, sinon nous ne serions rien. Donc si on ne part pas de ce principe-là, si on part du principe que nous sommes une île, je pense qu'on est tout faux. On ne peut pas vivre. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder autour de nous. Cette institutionnalisation de la solitude fabrique du mal-être partout, et encore le mot mal-être est faible. Donc je pense qu'il faudrait nous corriger à cet égard. Seulement, évidemment, ça demande de la responsabilité, et par conséquent, ça nous enlève de la liberté. Si nous avons des liens, à moins d'avoir des liens uniquement par des réseaux, mais ça, c'est pas ce que j'appelle des liens. Les réseaux, c'est vous surfez sur un réseau et dès que vous voyez apparaître un peu de responsabilité, vous quittez le réseau. C'est pas ça, le lien. Le lien, c'est quelque chose qui vous oblige et effectivement qui rogne une partie de votre liberté. Et ça, nous ne sommes pas prêts à l'accepter actuellement.
Mais alors, est-ce que ça doit être la communauté à tout prix pour un autre ouvrage, La démocratie dans l'adversité, paru l'an passé, vous avez questionné des intellectuels du monde entier, Chantal Delsol. Pourquoi la démocratie n'apparaît plus pour beaucoup comme un refuge, comme ce que vous appelez un bien politique absolu, qui était aussi un des premiers critères de notre modernité? Alors, la démocratie a beaucoup de problèmes. Je pense qu'on peut difficilement répondre avec une seule, enfin donner une seule réponse. Il me semble que le problème le plus ancien avec la démocratie, qui date déjà d'il y a un siècle, c'est qu'on a voulu, et on veut encore beaucoup, tout démocratiser. Le problème de la démocratie, c'est qu'elle veut s'étendre partout, alors qu'en fait, elle est faite pour la politique. Elle n'est pas faite pour tout. Je pense que ça a commencé comme ça. Et puis, il y a eu énormément de problèmes avec la démocratie pendant tout le cours du siècle. Enfin, il faut se rappeler les années 30. Et puis, il y a eu cette utopie démocratique qu'on peut dater de Fukuyama, qui a beaucoup nui. Parce que la démocratie n'est pas une utopie. Au contraire, c'est un régime réaliste. Et puis, il faut bien le dire, beaucoup de lassitude de notre part. Parce que finalement, quand un régime s'installe et qu'on a l'impression qu'il est là pour toujours, à tort, je pense, on finit par s'y habituer et par ne plus rien faire pour le défendre. C'est ce que nous faisons. Et nous devrions continuer à défendre ce régime parce que je pense que c'est quand même le meilleur. Enfin, personnellement, je suis tout à fait une adepte de la démocratie. Seulement, évidemment, il faut qu'elle se défende bien, il faut qu'elle se circonscrive. Parce que la démocratie ne s'applique pas aux sciences, par exemple. Pas s'imaginer, chacun est un expert. Je vous cite l'un des excès contemporains. Chacun est un expert. Mais non, la science n'est pas démocratique. La vérité n'est pas démocratique. On peut pas diffuser la démocratie dans tous les domaines de la vie. Donc, il faut qu'elle accepte de se circonscrire, et c'est difficile. Ça tombe de choses comme ça. Vous dites, commençons par nous occuper de notre démocratie, Oui. de nos valeurs ici chez nous, avant de vouloir aller donner des leçons au monde entier. Je vous propose de repartir dans l'avion ou dans les pas d'Emmanuel Macron en 2018. Il était alors en visite d'État à Pékin, où il a fait un rappel de rigueur aujourd'hui sur les droits de l'homme en Chine. Il y a des différences entre nous, qui sont liées à notre histoire, à nos philosophies profondes, à la nature de nos sociétés. Ces préoccupations, je les ai évoquées avec le président Xi Jinping. Il sait qu'elles existent en Europe, en particulier sur les sujets des libertés, des droits universels. Je sais aussi que pour lui, c'est un sujet important et que c'est dans ce dialogue respectueux des différences et dans cette diplomatie efficace et amicale qu'on obtient des rapprochements et des résultats, beaucoup plus que dans une diplomatie de l'hygiaphone ou de la provocation. Chantal Delsol. Ça a beaucoup changé par rapport au discours d'il y a 20 ans ou 30 ans. Chaque fois qu'un gouvernant français arrivait en Chine, il commençait quasiment par menacer si vous ne libérez pas tant de prisonniers politiques, vous n'aurez pas tel marché. Enfin, c'est déjà beaucoup plus soft, je pense. Ça veut dire que quoi? Qu'on est moins arrogant ou moins sûr de nos valeurs pour vous? Oui, parce que je pense qu'on a compris que ça n'intéressait personne d'aller jouer les arrogants. Et puis, je pense que le président Macron a lu comme nous le document numéro 9 et sait très bien ce que Xi Jinping pense de nous. Nous sommes une menace. Notre universalisme est une menace et la lutte contre nous, il a des mots très très durs. La lutte contre nous est une lutte dense et horrible, dit le document. Donc on sait à quoi s'en tenir. Alors que le président Macron rappelle nos principes, il a parfaitement raison. Après tout, on n'a pas de raison de les cacher, qu'on les affiche. Mais bon, il faut pas. Je pense que c'est assez. C'est un bon discours pour l'époque présente. Ce modèle chinois qui propose aussi une autre modernité aujourd'hui, il vous intéresse, vous l'étudiez. Sur quel pilier il repose? Écoutez, les spécialistes de la Chine disent qu'il repose à la fois sur le confucianisme, qui est une grande morale, sagesse, et puis sur le légisme, qui est un mode d'action politique que j'appellerais autocratique. Donc, les deux réunis, c'est tout à fait différent de ce que nous connaissons ici, où nous avons
au fond, des fondements démocratiques qui commencent au VIe siècle avec les monastères de Saint-Benoît, qui continuent avec les villes italiennes, avec la Magna Carta, et qui évidemment se développent magnifiquement au moment de la période révolutionnaire. Alors c'est tout à fait autre chose, parce que ce n'est pas assis sur les mêmes fondements anthropologiques. Nous considérons, pour nous, ce qui est très important, c'est la dignité de l'individu. C'est pas du tout pareil en Chine. L'idée de personne elle-même, je me rappelle m'être trouvé à un colloque en Chine, j'avais parlé de l'idée de personne, ça a été un éclat de rire de la part des Chinois. Vous parlez dans Le crépuscule de l'universel, Chantal Delsol, de conflits culturels. On n'est pas très loin parfois du choc des civilisations qui avait été envisagé, théorisé par l'américain Samuel Huntington, et pour qui ce sont désormais les identités et la culture qui peuvent créer, être source de menaces, terme que vous venez d'employer, ou de conflits. Est-ce que vous voyez en ce moment le risque d'un choc possible ? Je ne sais pas, c'est assez difficile à dire. La différence, c'est que Huntington parlait de civilisations multiples. J'ai plutôt tendance à avoir une sorte de front contre l'Occident qui, au fond, manifeste des ressemblances. Il y a quand même des... j'ai parlé dans ce livre d'un front holiste. C'est au fond partout, c'est du holisme qui se lève contre l'Occident individualiste. Alors évidemment, tout ça est trop simple. Après, il faudrait spécifier. Qu'est-ce que c'est le holisme ? Le holisme, c'est la société qui est vue comme un tout. Les personnes qui sont vues à l'intérieur de leur communauté, uniquement à travers leurs liens. Donc, tandis que nous regardons les personnes en tant que telles. Voilà. Alors, pas de choc a priori, mais en tout cas, ce bloc qui nous questionne et en même temps peut-être nous menace aussi. Pour en revenir à sa communauté d'appartenance, et si je suis quand même le fil hors civilisation de la pensée d'Huntington, il faut quand même d'abord répondre à la deuxième question qu'il avait posée, alors lui aux Américains, mais le qui sommes-nous aujourd'hui en Occident? Qui sommes-nous? On en revient presque à la question de départ. Vous pointez notamment dans ce livre aussi un changement de doctrine, cet humanisme occidental qui se serait transformé en humanitarisme. C'est ça notre nouvelle religion, et c'est elle aussi que vous craignez, c'est-à-dire que la menace vient aussi de l'intérieur. C'est plus l'homme aujourd'hui, ici même, en Occident, qu'on sacralise, c'est le monde. Oui, que je crains, parce que je pense que se détacher de l'humanisme originel, c'est se détacher en même temps du respect de la personne individuelle, un jour ou l'autre. Effectivement, je crois qu'on peut pas rester longtemps sans religion. Toute société manifeste des besoins religieux, c'est humain d'une certaine manière. Et ce sont les excès, ce que j'appelle des excès, qui nous ont fait passer de l'humanisme à l'humanitarisme, et ce sont ces excès qui vont soulever des réactions à l'extérieur. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Qu'est-ce que c'est que le passage de l'humanisme à l'humanitarisme ? L'humanisme consiste à mettre l'homme au centre. L'homme est le berger et le maître de la nature. Alors, nous ne sommes plus du tout là-dedans. L'homme n'est plus le maître de la nature. Il y a une critique permanente dans notre société, par exemple, de Descartes, l'homme comme maître de la nature. En revanche, ce que nous avons ressaisi, c'est ce que j'ai appelé l'humanitarisme, du mot humanitaire, c'est-à-dire une compassion pour l'humain, mais en même temps pour la nature. C'est tout à fait différent. Et ça, c'est devenu une sorte de religion. Alors je pense que nous avons une morale qui est un mélange en fait de vieilles vertus chrétiennes recyclées, plus ou moins, et puis de vertus païennes. Donc c'est une sorte de mélange, et c'est ça finalement qui nous réunit aujourd'hui. Mais ce n'est plus l'humanisme ancien. Parce que cette dignité supérieure, l'homme l'a peut-être mal utilisée ou à mauvais escient, non ? Cette idée d'être aujourd'hui un parmi les vivants, c'est une manière de réparer. Ce qui disparaît, c'est toujours ce qui a été excessif. C'est vrai, ce qui a exagéré. Ouais. Et je crois que cet humanitarisme, qui est au fond une morale, est en train de se transformer en religion.
Parce qu'on peut très bien se saisir d'une morale et en faire une religion quand on a besoin d'une religion. Actuellement, nous avons 2 religions, l'humanitarisme et l'écologie. L'écologie est devenue aussi une religion. Il n'y a qu'à voir comment elle s'exprime. Qu'est-ce qu'il faut sauver, à vos yeux, aujourd'hui, Chantal Delsol, dans cette modernité? Il faut sauver la dignité humaine. Il faut sauver l'idée de personne. Et ça, il faut peut-être se donner quelques moyens pour le faire. Ça tient à quoi, l'idée de personne? C'est une croyance. Hein. Donc c'est pour ça que vous me demandez ce que vous y croyez très personnellement, fort. Parce que j'y crois. Mais tout le monde n'y croit pas. Hein. Toutes les cultures n'y croient pas. Tout le monde n'y croit pas. Puisque vous avez la bonté de me demander ce que je pense personnellement, je vous réponds ce que je pense. Oui, mais si on sauve l'idée de personne, en quoi on se sauve aussi avec... Pourquoi il faut la sauver, cette idée de personne? Vous me demandez ce qu'il faut sauver, à mon avis, mais je vous dis, il faut sauver ça. Personnellement, j'y crois. Je pense que c'est très important que chaque individu soit une personne, c'est-à-dire soit considéré comme ayant une dignité propre, quel que soit par ailleurs son état social, ses compétences, ses connaissances, etc., son handicap, etc. Pour moi, c'est très important. Et je pense qu'actuellement, on n'est pas vraiment sur le chemin. Donc, il faut y penser. Et ça, c'est la bataille des valeurs ou c'est la bataille des idées? C'est la bataille des principes. Je préfère le mot principe au mot valeur, parce que la valeur, c'est relatif. Et c'est pas figé. Et c'est pas figé. Merci beaucoup à vous, Chantal Delsol. Le crépuscule de l'universel, votre nouvel essai, vient de paraître aux éditions du Cerf. Un grand merci aussi à toute l'équipe de la Grande Table, à Bruno Barada et Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table culture, avec l'aide précieuse de Marceau Vassy et de Philomène Villard. À la réalisation aujourd'hui, c'était Anna Olweg. Très bel après-midi à tous sur France Culture.